Voilà ce que j'ai appris là-bas. Voilà comment ça fonctionne. Donc, je crois que là, je vais me mettre face à la caméra, enlever la bouteille, parce que comme cet animal Jean-Yves a oublié de mettre le paperboard, je ne peux pas faire de dessin. Donc, c'est un livre d'entrée privé. Alors, voyons voir. Vous pouvez me donner le retour image pour qu'on voit un peu ce que ça donne, c'est possible, non? Que je vois, non? Je ne peux pas voir. Voilà. Voilà. Alors là, vous avez une maquette que j'ai fait en carton, hein, qui vous montre l'engin Aurora, qui était aussi l'engin Ajax. Donc voilà la forme en plan. Hein. Voilà comment ça se présente de profil. J'ai fait ce que j'ai pu avec du carton, c'est pas très facile. Comment ça fonctionne? Bon, c'est une espèce de flanche à repasser, une espèce de concorde comme ça. Et en dessous, vous avez un groupe motopropulseur avec 4 turboréacteurs conventionnels. Donc ce truc-là, ça décolle, j'ai pas fait le travail d'atterrissage. Et puis, ma foi, ça se met à grimper, Mach 1, Mach 2, Mach 3, ça monte jusqu'à 30 km d'altitude. Et vous trouvez effectivement des schémas de ce genre sur Internet. Hein. Il y a une espèce de Librius qui a expliqué que tout ça se trouvait sur Internet depuis longtemps, ce qui est complètement faux. C'est apparu dans mon livre. Et vous avez un projet, par exemple, sur Internet qui s'appelle Hypersoar, Hypersoar. Ça doit se trouver à hypersoar.org ou un truc comme ça. Vous pouvez le trouver facilement. Et on voit effectivement une machine de ce genre, avec des performances qui sont décrites, qui sont assez similaires, avec un groupe motopropulseur qui est fixé de la même façon. Simplement, on présente ça comme un projet, alors que ça vole depuis 13 ans. Ça, c'est génial. Les Américains nous prennent pour des billes. C'est extraordinaire, moi je trouve ça fantastique. C'est quand même extraordinaire de dépenser de l'argent pour faire des pseudo-essais en essayant de faire croire aux Européens qui s'apprêtent à s'engager dans l'aventure de l'hypersonique, alors que c'est un truc qui domine complètement. Ensuite, quand vous regardez le projet Hypersoar, vous voyez que le groupe motopropulseur, c'est un groupe de statoréacteurs qui fonctionne en scramjet avec de l'hydrogène liquide qui est censé refroidir les bords d'attaque et alimenter ensuite le réacteur. Tout ça étant à l'étude. Or, la technique scramjet actuellement, ça ne permet pas de dépasser Mach 6,5. Or, ce truc-là est donné pour Mach 12 ou 15. Donc, il y a un problème. Comment on fait les 6 points de Mach supplémentaires? C'est pas dit dans la chanson. En fait, c'est pas comme ça que ça marche. Et l'idée clé, c'était la confidence de Freistadt sur le fait que c'était des moteurs à turboréacteurs conventionnels qui fonctionnaient. Et le secret, n'en déplaise aux gens qui ont écrit un peu partout, dans des sites ou ailleurs, que c'était bien connu. Non, c'est pas bien connu. Et bon, je me suis amusé à le lâcher dans mon livre. Et même chez ce brave Tapie, dans l'émission de Tapie, j'ai dit à Bernard Tapie, c'est la première fois qu'on verra ces images à la télé, hein, effectivement. Alors voilà l'engin. C'est-à-dire que là, vous aviez Aurora au décollage, avec ses entrées d'air ouvertes. Et puis tout d'un coup, vous voyez la maquette à côté, vous voyez que les entrées d'air se sont fermées. Là. On a fermé les entrées d'air inférieures. Et à ce moment-là, il y a une entrée d'air MHD qui s'ouvre au-dessus. Là, on la voit bien. Faites un peu un gros plan qu'on voit comment c'est foutu là. Hein. On peut zoomer un peu, voilà, grossissez. Voilà, parfait. Donc vous voyez comment ça se passe. Vous voyez que vous avez à l'avant, j'ai représenté en jaune, des électrodes. C'est assez schématique. Vous avez cette entrée d'air, et à l'intérieur, on voit que cette entrée d'air, elle communique avec le turboréacteur conventionnel. Alors, qu'est-ce que c'est que cette entrée d'air MHD? On va la mettre de profil comme ça. Vous avez des électrodes. Bon, c'est pas comme ça en quelques minutes à l'écran et dans cette salle que je vais pouvoir vous expliquer comment ça fonctionne. Vous trouverez ça dans l'annexe scientifique de mon livre, ça vous expliquera comment ça fonctionne. Mais c'est une idée géniale, et une idée géniale que je n'ai pas eue. Et je vous assure que quand j'ai compris ça, je me sentais mal, parce que j'ai eu ça sous le nez pendant 20 ans et je ne m'en suis pas rendu compte. J'avais effectivement été un des co-inventeurs du générateur, de l'accélérateur pariétal. L'accélérateur pariétal, c'est ce qu'on utilise pour accélérer l'eau à la paroi des torpilles, comme je vous le disais tout à l'heure. Ces torpilles MHD, elles ont toute la paroi qui est tapissée d'électrodes comme ça, qui sont, je sais pas, à 1 centimètre l'une de l'autre, quoi. Hein. Bon, l'accélération, ça va, mais les machines MHD sont réversibles. Si vous prenez une magnéto, la magnéto, vous tournez la manivelle, vous faites du courant électrique. Mais si vous mettez du courant électrique, vous détournez la manivelle. La machine est réversible. Les machines MHD sont aussi réversibles. Et je le savais. Et je n'ai pas pensé à appliquer ça au générateur pariétal. Ce qui fait que là, derrière,
vous avez un accélérateur pariétal. C'est-à-dire que là, on injecte de la puissance électrique et on augmente la vitesse d'éjection des tuyères. Voilà vos moteurs à réaction conventionnels. Le gaz sort à une certaine vitesse et cet accélérateur-là leur donne un surcroît d'énergie. Mais de l'autre côté, ici, ça fonctionne en générateur. Donc c'est ceci qui produit la puissance électrique. Ce qui fait que l'idée fabuleuse d'Ajax et d'Aurora, je me suis toujours demandé, mais pour arriver à mettre en jeu un système MHD sur un appareil de ce genre, il faut 100 mégawatts. Comment on les fabrique 100 mégawatts? C'est la puissance d'un réacteur nucléaire de sous-marin, ça pèse lourd. Je vois mal mettre ça dans un avion. Il n'y a pas besoin de réacteur. Voilà le générateur. L'énergie, c'est l'énergie du gaz. Et alors en plus, on gagne sur tous les deux tableaux, c'est qu'on fabrique de l'électricité, pas 2 tableaux, 4 tableaux à la fois. On fabrique de l'électricité dont on va se servir après pour accélérer le gaz en sortie de tuyère. Et en fabriquant cette électricité, l'air arrive avec une vitesse V. Donc il a une énergie cinétique à demi de mv2. Donc si vous convertissez l'énergie en électricité, vous ralentissez le gaz. Le gaz est ralenti continuellement sur cette partie supérieure, sa pression augmente, vous le ralentissez sans l'échauffer. Ça vous permet de le faire rentrer dans la gueule d'un turboréacteur conventionnel. Ce qui fait que l'idée de Freistadt se trouve, enfin la confidence de Freistadt se trouve confirmée. Ces engins-là fonctionnent en hypersonique à 10 000 km/h et 60 km d'altitude avec des moteurs de Concorde, ce qui est fabuleux. Bon, c'est un peu plus compliqué que les moteurs de Concorde parce qu'en plus on utilise la tension électrique pour enrichir le carburant en molécules C60. Enfin, c'est toute une usine à gaz. Il y a une chose qui est assez amusante, c'est quand vous voyez ce schéma-là, vous dites bon bah il n'y a qu'à prendre un Concorde et puis lui mettre des électrodes. Non, ça ne marche pas comme ça. Ça, c'est 1000 personnes au boulot pendant 30 ans, et pas les premiers venus. C'est un retard irrattrapable pour les Européens. Pas forcément pour les Français, mais pour les Européens. Même si les Européens pouvaient se mettre tous ensemble, ils ne rattraperont jamais les Américains. Surtout que les Américains continuent. Ils n'en sont plus là. Ils sont bien en avance. Vous savez, quelquefois, quand ils montrent des choses, on avait tendance à se dire, s'ils montrent ça, c'est qu'ils ont mieux. Ben, c'est vrai. Par exemple, ça, c'est l'avion espion américain. Pourquoi c'est l'avion espion américain? Alors, premièrement, je vais quand même apporter un complément. J'ai expliqué que ce système permettait de faire fonctionner des moteurs à réacteurs conventionnels, que grâce à ça, on a mis... Parce que cette machine Aurora, elle fait une onde de choc, et cette onde de choc, comme le dessus est entièrement plat, l'onde de choc est en dessous. Et c'est ce qu'on appelle un wave rider. Un wave rider, c'est une machine qui marche en surfant sur son onde de choc. C'est comme une planche de surf, un truc comme ça. En dessous, et une surpression, et la machine peut voler comme ça. Qui plus est, Aurora est... alors là, c'est merveilleux, c'est la dernière phrase que m'a dit ce gars quand il était rempli de pain de bière. Il était debout côté de la table, il oscillait, et il m'a dit, et en plus, Aurora est satellisable. Ah bon? Comment? Grâce à la poussée donnée par des moteurs fusées additionnels. Donc, quand le truc atteint 10 000 km/h, eh bien, vous savez qu'à 28 000, on est satellisé. Mais si vous allez simplement à 15 000, 17 000 km/h avec une poussée supplémentaire, eh bien, à ce moment-là, la machine sort de l'atmosphère, elle fait un bond. Hein, et ensuite, cette machine va en fait voler comme un galet qui ricoche à la surface de l'eau. Et ça, c'est indiqué en clair dans hypershow.org. C'est une façon de se déplacer où la machine sort de l'atmosphère terrestre, fait un vol semi-balistique, revient, reprend la vitesse, ressort, revient, reprend la vitesse. Dans le projet Hypershow, on indique que ça met New York à 1 heure de Tokyo et qu'il y aurait 25 ricochets. Bon. Ça, c'est un peu, je dirais, la version projet d'avion de transport, parce que ces engins-là, il faut bien vous dire une chose, c'est que ce sont les TGV de l'avenir. Hein. Tout commence par des versions militaires. Après la guerre, quand vous avez volé sur des Boeing 707, eh ben, c'était le Stratojet de quelques années avant, qui avait été... Bon, c'est pas tout à fait l'avion militaire, mais c'est dérivé de ces avions militaires. Bon, ben, un jour, ces engins-là deviendront des avions civils. Et à ce moment-là, vous aurez la possibilité d'aller aux antipodes en 2 heures. Tout compris. Je répète, 2 heures. C'est difficilement imaginable. Bon. Mais c'est déjà une réalité. Donc, comment protéger le bord d'attaque de ces engins-là sans que ça fonde? Ça fait intervenir quelque chose qui est un peu compliqué, qui s'appelle l'effet Hall. Et Freistadt en parlait déjà. Et je vous assure que ce n'est pas tombé dans l'oreille d'un sourd. Moi, j'ai ramassé ces quelques petits bouts de phrases comme ça dans ma tête.
j'ai eu une discussion de techniciens avec les Américains qui était pas mal non plus. Et l'effet Hall permet, à partir de ces générateurs MHD, avec des champs magnétiques très intenses, je crois qu'Aurora doit faire 12 Tesla supraconducteurs, d'obtenir des champs très importants, donc des tensions très importantes. Donc au bord d'attaque d'Aurora, on colle carrément, je ne sais pas, 30 000, 100 000 volts. Et comme c'est dans un gaz très raréfié, ça crée une décharge électrique. C'est pour ça qu'on l'appelle Aurora, parce qu'il vole à la frontière de l'ionosphère. C'est une altitude où la pression est relativement basse, je crois que ça doit être quelques millimètres de mercure. Donc le bord d'attaque est complètement transformé en plasma, en gaz ionisé. Alors quelqu'un ne comprenait pas très bien, il avait l'impression que ce truc-là était accroché à l'avion. Non, c'est pas ça. C'est que l'air rentre, la décharge électrique l'ionise, et après, à l'arrière, il se désionise. Mais quand Aurora vole, c'est comme une espèce de petite comète, il y a une espèce de couche de plasma autour. Alors ça a deux effets. Le premier, c'est que l'onde de choc ne se forme pas sur le bord d'attaque, mais 1 mètre en avant, et de manière beaucoup plus soft, c'est pas du tout pareil. Et le second effet, c'est que l'engin est entièrement furtif. Vous savez par exemple que quand les satellites rentrent dans l'atmosphère, il y a une phase qui dure quelques minutes, 4 minutes environ, pendant laquelle on ne peut pas communiquer avec ces engins. Et on ne peut vraiment pas communiquer. Si on pouvait communiquer par radar, on le ferait. C'est important de pouvoir communiquer avec des astronautes pendant qu'ils sont en train de rentrer. Et si vous avez vu les films comme L'étoffe des héros, ou par exemple plus récemment, c'est repassé à la télévision, là, Apollo 8, à un moment, ils sont en train de rentrer, on ne sait pas si leur bouclier thermique va tenir. Et le type dit, on a 4 minutes à attendre pendant lesquelles on n'a pas de communication radio. Ça veut dire que lorsque ces capsules spatiales font leur entrée dans l'atmosphère, il s'écoule 4 minutes pendant lesquelles vous ne pouvez pas communiquer avec elles parce qu'elles sont complètement entourées de plasma, comme Aurora. Et si on avait des radars qui permettent de suivre les capsules spatiales pendant leur phase de rentrée, et ça, je peux l'affirmer, j'en suis pratiquement sûr, on est capable on a des radars spécialisés qui permettent de suivre des petits objets comme ça, comme des capsules spatiales en phase de rentrée. Eh bien, quand elles sont hors de l'atmosphère, on les détecte. Et puis, il y a un moment où elles rentrent dans l'atmosphère, où elles sont entourées de plasma, et l'image radar devient floue. À la limite, il n'y en a plus du tout. Et je te donne un exemple. J'ai un ami journaliste aéronautique qui m'a parlé, alors je ne sais pas si c'est paru dans la presse ou pas, d'une détection d'Aurora ou de machines de ce genre-là qui a été faite au Canada, où on a encore une fois de plus photographié le sillage de l'engin. Donc il y avait une image optique, et quand on a braqué un radar, juste devant le sillage, il n'y avait rien. Donc c'était un rien du tout qui faisait un sillage. Simplement, comme c'était entouré de plasma, il n'y avait pas d'écho. Donc vous aviez un engin qui était totalement furtif. Alors, ma foi, j'avais pas mal appris de choses là-bas, et mes réflexions, après, ont continué avec un engin qui s'appelle le B2. Alors le B2, j'ai fait une maquette en carton qui est un peu abîmée parce qu'elle a déjà fait une émission de télévision. Gros plan sur le B2, s'il vous plaît. Zoom. Allez, allez. Voilà, encore. Voilà. Alors vous connaissez la forme du B2, bizarroïde. Alors la forme en dents de scie du bord de fuite, expliquée dans une annexe. Ça n'a rien à voir avec les écho-radars, ça le stabilise à l'atterrissage. Bon. Ensuite, ce B2, il est censé avoir un fuselage, que vous voyez là, au centre, et puis des capots moteurs. Et lorsqu'on le regarde de face, on ne voit pas les aubes des turbines. Il y a une plaquette qui s'appelle B2 Spirit in Action. Dans mon site internet www.jp-petit.com, vous pouvez trouver un dossier où vous avez tout un commentaire sur cette plaquette sur le B2. Et ça vous montre une chose, c'est que ces B2 qu'on vous montre, ce sont des leurres. Ce sont des leurres. C'est une machine qui est donnée pour coûter 2 milliards de dollars. Or, ce qu'on vous montre là ne coûte pas 2 milliards de dollars. Moi, je suis ingénieur d'aéronautique, j'ai fait Super Héros. Je me suis amusé avec des camarades à regarder toutes les photos qui étaient données à la loupe. Vous n'imaginez pas le nombre de conneries qu'on voit là-dedans qui montrent que c'est vraiment une espèce de trapanel qu'on a faite pour montrer aux sénateurs un bon machin subsonique, etc. Ça n'est pas le véritable appareil. Le véritable appareil, je vais vous le montrer, comme ça. Voilà. Le véritable B2, c'est ça. Il y a juste les entrées d'air que vous voyez là, ici, et puis les sorties de réacteurs. Et la machine, on ne peut pas rêver plus furtif, c'est complètement plat, on ne voit rien. Alors, cette machine-là, eh bien, elle fonctionne
de manière assez analogue à Aurora. C'est-à-dire que vous avez des parties qui marchent en générateur MHD, des parties qui marchent en accélérateur MHD. Autour, c'est entouré de plasma. C'est complètement furtif. Un truc comme ça, il n'y a pas de problème. Et vitesse 10 000 km/h, altitude de vol 60 km/h. Le B2 est une machine plus lourde qu'Aurora, enfin a priori. Donc elle peut difficilement, je pense, faire cette espèce de vol en ricochet. Par contre, ce que j'ai découvert, moi, c'est qu'elle était plus sophistiquée que le B2, que Aurora. C'est une machine plus récente, d'ailleurs. Je crois que le véritable B2 a dû faire son premier vol en 97, alors qu'Aurora, c'était 90. Donc, cette année, c'était écoulé. Alors, qu'est-ce qu'il y a sur Aurora d'extraordinaire? Ben, on a effectivement des parties qui marchent en générateur MHD. Cette tension électrique est appliquée au bord d'attaque et au bord de fuite. Et la décharge électrique est beaucoup mieux contrôlée que sur Aurora, où Aurora ne sert qu'à empêcher l'onde de choc de dévorer la machine. Là, cette décharge est une décharge plane qui doit faire peut-être 1 ou 2 mètres de long. Et elle a plusieurs propriétés, dont celle de varier la valeur locale de la vitesse du son. Et le B2 ne fait pas d'onde de choc. Donc c'est un engin totalement révolutionnaire. Je veux dire que le B2, c'est l'avion de transport de l'avenir. Et il y a dans la salle un journaliste italien qui m'a dit qu'il m'enverrait une lettre que des chercheurs, que des gens qui ont travaillé sur le B2 ont publié dans la revue Aviation Week and Space Technology. Et dans cette lettre, il regrettait que les technologies mises en œuvre dans le B2 ne soient pas injectées dans le domaine civil. Tout à l'heure, il y avait un monsieur qui me parlait d'un projet de Super Concorde. Et ce Super Concorde, je ne sais pas s'il verra le jour. Ça, c'est beaucoup mieux que le Super Concorde. N'imaginez pas, Super Concorde, c'est un truc qui va voler quoi, un Mach 2,5, 3, un truc comme ça. Là, on va voler un Mach 12. Et on peut emmener des passagers et arriver à Tokyo 2 heures après. Jamais le Super Concorde ne fera un truc pareil. En plus, ça ne fait pas de bruit. Ça ne bousille pas les oreilles des gens quand ça vole, quoi. Bon, c'est là que des avantages. Alors évidemment, quand on voit ce genre de choses-là, je me rappelle quand j'en ai parlé la première fois, c'était l'année dernière, il y a des gens qui sont, par exemple, journalistes scientifiques, et quand on les a interrogés, ils ont dit c'est du délire technologique. Maintenant, si vous allez sur Internet et que vous cherchez le site de Northrop Grumman, alors Northrop, Grumman, il y a 2 M, et je crois que c'est northropgrumman.org. Avec Google, vous trouverez ça facilement. Et en cherchant un petit peu dans ce site, vous allez trouver des films à charger. Celui-là fait 1,9 MB. Il dure 1 minute 16, qui présente un certain nombre de réalisations de Northrop Grumman. Et il y a un film sur le B2. Donc, sur le film sur le B2, on clique. Si vous allez sur mon site, vous avez en GIF animé, donc lisible par tout le monde, vous n'avez pas besoin d'avoir un logiciel spécial pour le lire, vous avez la séquence animée clé, quoi, qui montre ce qu'il faut. Alors, il y a une belle musique extraordinaire, on voit le B2 en vol, c'est maniable, c'est formidable, ça décolle, ça vire autour des montagnes, tout ça. Qu'est-ce qu'ils sont beaux nos avions et tout. Et à un moment, le B2 fait un passage au-dessus de la mer, et il passe en transsonique. Transsonique, ça veut dire quoi? C'est lorsque on tangente la vitesse du son. Or, on sait une chose, et ça dans mon site internet, j'ai fait un dossier là-dessus, et vous verrez une image où on voit un F-18 américain qui fait un passage en transsonique, et à ce moment-là, il y a un phénomène de compressibilité qui se produit autour du mètre cube de l'avion, là où c'est le plus épais, là où ça prend le plus de place. Et à ce moment-là, l'avion est entouré d'une espèce de nuage, non pas au bout du nez, mais dans sa partie la plus large. Le transsonique est un régime qui est instable, c'est-à-dire que soit on passe au transsonique et on va en supersonique, auquel cas le nuage disparaît, soit on revient au subsonique et le nuage disparaît aussi. Donc quand ces choses-là se font, on a vu souvent des séquences de genre là filmées dans des meetings d'aviation. Et je dois dire pour ces pauvres Anglais que souvent c'est chez eux à Farnborough parce que le temps est humide et que leur atmosphère est souvent saturée d'humidité. Ce qui fait que lorsque des engins de démonstration font un passage en transsonique dans un meeting d'aviation anglais, ben on voit cette espèce de nébulosité qui se forme. Ces nébulosités, c'est un aérosol, c'est des micro-gouttes d'eau qui se forment et qui se revaporisent immédiatement en aval, quoi. Donc par contre, ça change la valeur locale de la conductivité électrique. Mais en absence de tout système électrique, le nuage est blanc. C'est un nuage comme un cumulus, quoi. C'est la même nature. Et on voit un B2 qui fait un passage en transsonique au-dessus de l'eau. On voit le nuage apparaître.
Ça dure 1 seconde et demie. Je regarde, le dessus de l'appareil, c'est jaune, ça émet de la lumière. Donc, j'ai demandé à un copain, écoute, extrais-moi ces images, donne-moi des... Alors, vous verrez dans mon site, on voit les images isolées et on voit la petite séquence d'1 seconde et demie en GIF animé. Et la luminosité ne se produit que sur le dessus de l'appareil, pas sur le dessous. Il y a une espèce de boursouflure de vapeur comme ça ici et en dessous. Et la décharge, enfin c'est une décharge électrique, la lumière jaune émissive, c'est en dessus et pas en dessous. Moi je pense, et j'arrive pas à comprendre comment un journaliste n'a pas sauté là-dessus, et je veux dire, moi j'aimerais que ça se fasse. Ça m'est arrivé de rencontrer des journalistes qui m'ont dit oui, vous comprenez, c'est un peu embêtant parce que vous parlez d'armes et vous parlez d'OVNI aussi. Mais ne parlez pas de moi, parlez du B2, oubliez-moi. Allez sur le site Grumman Northrop, prenez les images, même pour la télé. Pourquoi est-ce qu'on ne met pas ça au journal de 13h à TF1 ? Le B2 pris en flagrant délit de démonstration de son système électromagnétique. C'est extraordinaire, quoi. Parce que ça peut être que ça. Par exemple, lorsque j'ai mis ça sur mon site internet, dans les heures qui ont suivi, il y a un type qui est actuellement sur la base Edwards américaine qui m'a dit vous avez mis Northrop Grumman dans la merde parce qu'ils n'avaient pas prévu que cette séquence allait être mise sur leur film. Effectivement, dans toutes les autres images, vous ne voyez pas de décharge électrique parce que la décharge n'est pas visible de jour. Effectivement, il y a une décharge électrique qui donne une certaine furtivité, mais on n'a pas besoin d'arriver jusqu'au point où ça éclaire comme une décharge de foudre. Donc, quand la firme a voulu réaliser un petit film de publicité là-dessus, elle a pris des séquences qui ont été prises de jour, et puis elle a dit, bon, bah, faites-moi un film là-dessus. Ils n'ont pas réalisé qu'il y avait cette séquence sur le transonique où il y avait un court-jus. Parce que ce que vous voyez dans la partie supérieure, c'est un court-circuit. C'est comme la vapeur est beaucoup plus conductrice que l'électricité, boum, le jus passe, et à ce moment, ça devient lumineux. Et après, ça a été visionné par une huile de Northrop qui a dit, bon, ben, ça va, il y a qu'à le passer, ce truc-là, dans le grand public. Ils n'ont pas vu que le secret avait filé, quoi. Donc, je ne sais pas s'il y a des journalistes dans la salle, je ne sais pas s'il y a des responsables de journaux. Croyez-moi, ou alors vérifiez, ce truc-là est un scoop. C'est la capture de la preuve que le B2 a un système électromagnétique extrêmement sophistiqué. Et ce système électromagnétique, les gens peuvent se dire, mais où est la source d'énergie? La source d'énergie, je vous l'ai expliqué, c'est l'air lui-même. Alors, évidemment, le type qui est sur Edwards m'a dit, Northrop va faire une mise au point d'ici peu. Alors, je ne sais pas quelle peut être cette mise au point, mais comment est-ce qu'ils vont faire pour expliquer que ce n'est pas une décharge? La seule explication, ce serait que ce serait le reflet d'un coucher de soleil. Or, comme c'est la partie supérieure qui est éclairée et pas la partie inférieure, ce serait un coucher de soleil spécial où le soleil se coucherait vers le haut, se coucherait vers le bas, quoi. C'est ce que j'ai dit dans le site. Bon, enfin, affaire à suivre. Hein. Peut-être que vous trouverez dans la presse spécialisée une photo avec l'explication. La décharge du B2 était due à un coucher de soleil inversé, quoi. Bon, peut-être. Enfin, on peut peut-être croire un peu à autre chose, mais enfin bon, moi je suis épaté parce que comment se fait-il que les journalistes ne réagissent pas? Pourquoi est-ce qu'on ne saute pas là-dessus? Il n'y a aucun risque, quoi. On peut même présenter ça comme une conjecture. Cette photo trahirait-elle la présence d'un système hyper sophistiqué américain, etc.